Bienvenue dans Réunion des parents d'élèves, le podcast qui aborde les difficultés que rencontrent les élèves en classe et de celles que rencontrent les parents dans leur éducation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait référence à une question que se posent beaucoup de parents à l'école comme à la maison. Et ce thème, c'est comment accompagner efficacement mon enfant à l'examen. Pour échanger par rapport à ce thème, je suis accompagnée de deux dames que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Madame Nasrine, bonjour. Bonjour Madame Fola. Comment vous allez? Je me porte très bien et vous? Très bien aussi. Super. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi, je suis Nasrine Ariori ADMI. Je suis gestionnaire de projets et programmes de développement communautaire. Je suis passionnée de la gestion de la performance sociale. J'ai 3 beaux enfants, dont l'aîné en classe de première. Bienvenue dans notre podcast, Madame Mariori. Merci. Madame Valérie Mitokpe, bonjour. Bonjour, Madame Fola. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît? Valérie Mitokbe, je suis psychopédagogue, coach en programmation neurolinguistique, auteur et promotrice d'établissements scolaires avec 3 enfants dans le Benjamin en terminale. Très bien. Alors, sans plus attendre, nous allons entrer tout droit dans le vif du sujet. Et ma première question s'en va à l'endroit de Madame Ariori. Vous disiez tout à l'heure que votre aîné était en classe de première. Alors, quand il était en classe de troisième et qu'il allait au BPC, quelles étaient les difficultés scolaires qu'il a eu à rencontrer? Merci, Madame Fola. Je vais dire déjà que la première des difficultés qu'il a eue, c'est le suivi des cours, la capacité à suivre le rythme des cours donnés à l'école, de pouvoir les résumer et de pouvoir les intégrer, se les approprier et donner le meilleur de lui pendant qu'il est évalué. Et tout de suite, les résultats du premier trimestre m'ont amené à comprendre, m'ont amené à le questionner, comprendre ce qui se passe. Pourquoi, par exemple, en SVT, il n'a pas une leçon, il n'a pas une bonne moyenne. Les leçons, je dis, la meilleure moyenne, c'est 17-18 des enfants. Oui, et en mathématiques, je peux comprendre que pour une question de moins ou de plus, on est passé à côté, mais pour les leçons, je leur dis souvent, il faut vraiment être à montrer que vous êtes assez, vous apprenez bien. Et j'ai remarqué que ce dernier n'arrivait pas à résumer les cours, à suivre le rythme de l'école ou de sa classe. Et un enfant aussi timide, très timide, le mien, avec une terrible manque de confiance en lui, ajouté à tout ça, n'arrivait pas aussi à poser de questions pour dire j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ci. Et moi, je suis une maman célibataire, donc à la maison, c'est entre nous on se retrouve, c'est lui l'aîné. Moi, je suis pas dans les maths, dans les questions du maths, je ne connais rien. Mais dans les questions littéraires, dans les matières littéraires, j'arrive à l'accompagner. Avec le travail, avec la pression professionnelle, j'avoue que la présence que j'ai toujours voulu avoir aux côtés des enfants, je n'arrivais pas à l'assumer à 100%. Et donc, après les résultats du premier trimestre, je me suis rendue à l'évidence. Dans une école privée, ils me disaient souvent, mes camarades ont tous de professeurs à la maison et tu vois, ils ont les meilleures moyennes. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'accompagner en mathématiques et en physique. Et moment, je donnerai le meilleur de moi. J'ai besoin de comprendre certaines choses, j'arrive pas. Fille d'enseignante, moi, j'ai pas voulu intégrer ça parce que je crois, je continue de croire d'ailleurs qu'il faut vraiment prendre, il faut, quand cela est possible, il faut accompagner ses enfants soi-même. Et je pense qu'ils comprennent très vite, ils comprennent mieux ce on leur dirait à l'école qu'ils n'auraient pas compris. Mais je suis rentrée et j'ai dit, OK, on va faire l'essai. On l'a fait et ça a donné de bons résultats. Alors, Madame Valérie, dites-moi,
D'où vient ce manque de confiance de l'enfant quand il va à l'examen et aussi cette incapacité à suivre le rythme à l'école? Alors, lorsque l'enfant va à un examen, il a une pression forte. Il sait que ce qu'il a appris pendant toute une année ou encore pendant tout son cursus scolaire va se dérouler en 3 jours. Et c'est un résultat définitif unique. Alors, il y a ce stress-là, qu'on le veuille ou non, qui peut être positif. Et c'est quand il est exagéré et qu'il devient négatif qui est là. Il y a cette pression parentale ou cette pression sociale, même cette pression éducative à l'école, où vous êtes en classe d'examen. Vous avez le BPC à affronter. Donc, c'est comme un grand défi, c'est comme un challenge, c'est comme un tournoi qui va se dérouler en un instant donné. Alors, ça peut faire manquer de confiance à l'enfant qui n'est pas suffisamment mûr, qui n'est pas suffisamment aguerri ou qui doute un peu de lui-même. Et c'est pas seulement en classe d'examen, hein, même dans toutes les classes. Alors, comment est-ce que l'enfant s'est forgé jusqu'à venir à cette étape-là? Alors, cette capacité de pouvoir bien assimiler les cours, de pouvoir suivre le rythme en classe, se prépare dès les premières années de l'enfant à l'école. Si c'est un enfant qui est conscient, il est studieux, il prend ses cours, il rentre tel que madame l'a dit, ses parents l'accompagnent, il révise et il sait comment ça se déroule. Ça devient une routine pour lui. Mais si c'est un enfant qui n'a pas d'accompagnement comme il le faut, il peut se laisser aller, il peut se laisser distraire. C'est un enfant. Ouais. Il faut que les parents comprennent, il faut que nous aussi, nous comprenions que les enfants ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Ils ont besoin qu'on leur explique les choses. Moi, je vais beaucoup plus dans le domaine de l'explication. Lorsque vous expliquez l'enfant, la chose à l'enfant, lorsque vous lui mettez les enjeux, les défis qui sont devant, il prend conscience. Des fois, on pense que l'enfant sait, parce que nous savons. Non, il est enfant. Il faut que les gens le disent. Je dis même à des enseignants en classe que vous devez expliquer aux enfants que quand on prend l'épreuve, on lit l'épreuve 1, 2 fois et on se rappelle. Expliquez-leur, montrez-leur comment apprendre. Montrez-leur comment il faut résoudre. Il ne suffit pas de venir dire c'est telle chose, c'est telle chose. Mais comment est-ce qu'on se comporte en face de cela? Donc, tout cela doit s'expliquer. Et donc, quand l'enfant est en classe d'examen, la pression des enseignants, la pression des parents à la maison, la pression sociale, il a déjà vu des résultats d'examen antérieurs de ses aînés ou de ses voisins et autres. Il sait qu'à un examen, on peut bien travailler en classe et échouer parce que c'est l'instant d'un moment. On peut être mal réveillé, il y a tellement d'enjeux et il sait que cet examen va lui permettre d'accéder à une autre étape. Et donc, c'est décisif pour lui. Qu'il soit enfant, que ce soit même adulte, même les étudiants, c'est comme si vous avez une soutenance devant vous. Il y a un stress donné qui fait qu'on doute un peu de soi. Et donc, c'est tous ces défis-là auxquels l'enfant fait face, que les parents doivent prendre en compte, que les enseignants doivent prendre en compte pour pouvoir accompagner, coacher si possible l'enfant et le rassurer. Un enfant qui va confiant à un examen a plus de chances de réussir qu'un enfant qui doute. Le stress n'empêche pas la confiance en soi quand même. Il faut un minimum de confiance en soi. Mais lorsque la confiance en soi, il y a aussi un danger. Lorsque elle est à un niveau vraiment exagéré, on développe un complexe de supériorité, on peut facilement passer à côté de l'épreuve. Parce que tout se joue en un instant. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a l'âge de l'enfant. Est-ce que dans sa classe, on lui a toujours dit qu'il est le plus petit? Ou est-ce qu'il a déjà affronté l'épreuve une fois et il se dit que je connais ce qui se passe? Et c'est même le pire, c'est le danger même. Lorsque l'enfant a eu à reprendre une classe et se dit, j'ai déjà été confronté à ceci. Je sais ce que c'est. Alors que c'est faux. Deux examens ne se valent pas. Vous y allez autrement, avec une autre préparation et d'autres compétences. Alors, il faudrait prendre conscience en l'enfant des ressources qu'il a en lui et surtout de sa capacité à pouvoir affronter les épreuves. Donc, beaucoup de choses qui amènent les enfants à pouvoir douter un peu à manquer un peu de confiance et parce que c'est l'instant d'un moment qui va se jouer. Bon, à vous entendre, j'ai l'impression que le stress, il est normal. Le stress pour un enfant qui va à l'examen, c'est normal. Mais dans le cas où on se retrouve confronté à un enfant qui est inexpressif, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, comment est-ce qu'un parent est en mesure de déceler que, voilà, mon enfant, il stresse pour son examen? Le stress est normal pour toute personne. Le stress n'est pas mauvais en soi, en lui-même. Il y a le stress positif. Lorsque je veux préparer cette émission, il y a un petit stress. Est-ce que je vais réussir cela? Qui m'amène à bien faire,
à éviter les erreurs. C'est quand il dépasse un certain seuil donné qu'il faudrait apprendre à l'enfant à le réguler. Alors, le fait que l'enfant ne s'exprime pas, ce n'est pas au jour de l'examen que ça va se ressentir. Parce que le jour de l'examen, l'expression qu'on veut de l'enfant, c'est d'écrire. Ce n'est pas de s'exprimer oralement. Lorsque vous avez votre enfant, vous, si vous êtes géniteur, je ne parle pas des tuteurs, surtout les géniteurs, vous devez pouvoir connaître quel genre d'enfant vous avez. Tous les enfants ne sont pas extravertis. Il y a des enfants introvertis. Comment ils se comportent avec vous à la maison? Est-ce qu'il vient spontanément vers vous? Est-ce qu'il vous cause spontanément? Est-ce qu'il dit ce qu'il ressent? Et c'est à vous, parents aussi, de lui apprendre à s'exprimer. Si vous-même, vous êtes des parents renfermés, vous-même introvertis, vos enfants, soyez sûrs, ils seront aussi introvertis. Si l'enfant ne revient pas de l'école pour vous dire, tel maître m'a fait ceci, tel enfant m'a fait ceci, ça vous donne déjà un certain indicateur pour savoir que cet enfant ne rapporte pas, donc il faut le questionner. Pas le pistonner, hein, pas être derrière le tout le temps, mais il faut pouvoir le mettre à l'aise. Et quand les parents mettent les enfants à l'aise, surtout les enfants de nos jours, ils s'expriment. Ils s'expriment surtout devant leurs parents. Mais lorsque chaque fois l'enfant vient vers vous et que tout ce qu'il dit, vous le rabâchez, vous le réduisez, vous le diminuez, toi, va là, tu es trop le bébé, c'est toujours toi, tu crois que la vie c'est ça? Il va se taire, il va se replier sur lui-même. Il n'a pas ce bras-là, il ne retrouve pas des bras ouverts. Il faut ouvrir les bras à l'enfant pour l'accueillir, pour qu'il s'exprime à vous. Et quand vous allez constater en ce moment que il a un stress, tout ce qu'un parent ordinaire peut faire sans être professionnel de l'éducation, c'est de pouvoir calmer son enfant, c'est de pouvoir le rassurer, c'est de pouvoir le mettre dans un environnement favorable. Mais lorsque vous voyez que ça ne marche pas, il faudrait aujourd'hui faire appel à des professionnels pour aider l'enfant à réduire son stress. Et pas à la veille de l'examen. L'examen ne se prépare pas à un mois ou bien à une semaine. L'examen se prépare dès la rentrée. Et pourquoi même pas dans la classe antérieure? Tu sais que tu dois affronter un examen, le BPC. Dès que tu es en quatrième, tu commences à prendre conscience. Et c'est aux parents d'éveiller la conscience chez l'enfant. Très bien. Très bien. Merci, Madame Valérie. Et Madame Mariori, dites-moi, à la maison, concrètement, comment organisiez-vous au temps où votre enfant était en train de se préparer pour le BPC? Comment organisiez-vous ces temps de révision à la maison? Merci beaucoup. Déjà, il y a une planification et il sort à 16 heures tous les jours. Et donc, on s'est entendu pour que dès qu'il sort et qu'il rentre à la maison, il se lave, il se couche et il règle son réveil. Il dort 1h, 1h30. Et déjà à 19h, il est debout et il prend ses cahiers. Si les professeurs, finalement, que j'ai pris, on passait, il suit les cours de renforcement. Et je l'ai encouragé à réviser les cours qu'il a eus le jour où il est rentré à la maison. Par exemple, il est venu le lundi. Les cours qu'il a eus le lundi, je l'ai encouragé à reparcourir ça avant de fermer le cahier et d'aborder le jour suivant. Et donc, je ne suis pas à la maison tout le temps, je n'arrive pas à contrôler cela tout le temps, mais le fait de le répéter tout le temps, l'a amené à intégrer cela, l'a amené à comprendre si la dame là ne fait que dire ça tout le temps, c'est que c'est quelque chose de très important. Et mieux, quand je suis au boulot, j'appelle. À l'heure où je sais qu'il doit être déjà réveillé, j'appelle pour voir. Ça va et la journée, ça s'est bien passé. OK, tu es en train de faire quoi maintenant? Et tu as fait quoi avant? Et tu as prévu quoi après? Donc, voilà. Il sait que je fais ce genre de contrôle. Des fois, je peux relâcher pendant 1 semaine, 2 semaines. Je ne fais pas et voilà. Et après, je reviens c'est parce que je n'ai pas fait le contrôle que tu n'es pas à jour par rapport à telle matière. Ben, il le faut bien, tu sais. Si tu ne l'es pas, ben, écoute, tu ne vas pas te plaindre si quelqu'un prend à la bonne moyenne. Donc, il faut savoir que tous autant que vous êtes en train de courir pour voilà, être le premier du Bénin. Mais le premier du Bénin ne laisse rien, ne laisse rien passer. Il lit tout ce qu'il voit, il lit tout et il s'apprête correctement
pour l'examen. Donc, je faisais ça. Il y a chez moi, depuis un moment, j'ai coupé la télé et c'est lorsque ils sont en congé ou en vacances que je rallume, que je mets la connexion. On a tous vécu ça. Vous avez vécu ça. Donc, finalement, pendant cette année-là, il a aussi intégré. Il a oublié la télé. Carrément. Il a oublié la télé, il y a la radio et je l'encourageais à... La radio, Oui, pour un la enfant de radio. cette génération. Oui, Waouh. je dis, il faut imaginer. Mm. La radio te permet d'imaginer ce qui se passe. Et si tu n'imagines pas, comment tu veux faire un commentaire composé? Comment tu fais un contraste? Comment tu veux disserter? Donc, tout ce que ma mère a eu à m'intégrer, que je me rappelle de ça et puis je lui dis. Très bien. Et voilà comment on a évolué. Chaque mois, on a une réunion de famille, entre nous les quatre, les trois et moi. Et on fait le point. Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, les engagements qu'on a pris et qu'on n'a pas respectés, y compris moi-même. Et comment ils pensent que je peux mieux les accompagner, en sachant que j'ai des exigences, j'ai aussi ma vie professionnelle qui m'occupe et en expliquant, voilà, tout ce que je vis, ce que je traverse et comment est-ce qu'ils peuvent m'accompagner. Donc, voilà. Voilà un peu comment ça peut passer. C'est ce qu'on a fait tout le temps. Et il est allé au PPC, il a réussi. Et ce qui m'a le plus marqué, dans l'une des matières pour laquelle je lui ai pris de professeur, il a eu 20 dans cette matière. Quelle matière? C'était en physique. Waouh. Il a eu 20 et je vous assure que jusqu'ici, ça l'a amené à ne plus abandonner cette matière-là. Okay. Bien que par moment, il n'a pas de professeur permanent aujourd'hui, il appelle pour dire, il y a telle chose que j'ai vu qu'il s'intéresse davantage et s'apprête pour avoir aussi 20 en physique au bac. De ce que je retiens de ce que vous avez dit, je ne vous coupe pas, mais je pense comprendre que le suivi du parent permet à l'enfant d'être plus autonome. Ah ben oui. Moi, avant, j'étais beaucoup comme une gendarme, mais à un moment donné, j'ai vu que je n'avais plus les capacités de le faire. Et le fait de suivre les enfants, de savoir ce qu'on attend l'un et l'autre, de l'un et de l'autre, m'a permis de mieux les responsabiliser. Et aujourd'hui, ils sont autonomes. Je ne lui demande pas, par exemple, est-ce que tu as déjà appris ton cours d'SVT? Est-ce que tu as déjà appris ton cours de maths? Je le vois en train d'apprendre. À 3 heures du matin, à 2 heures ou à 4 heures, quand je veux voir, est-ce qu'ils ont mis la moustiquaire? Est-ce que je peux voir mon fils en train d'apprendre? Et voilà. Et après, on s'entend aussi, tu sais, il te faut 8 heures de sommeil. Les études, et il me demande qu'est-ce qui te fait dire? Pourquoi tu dis? Pourquoi tu as tenu ça où? Et on discute. Il te faut au moins 8 heures de sommeil. Donc, arrange-toi pour essayer de reposer ta tête, de reposer ton cerveau pour que tes neurones se régénèrent et que tu t'apprêtes pour le jour suivant. Donc, voilà. Et on essaye de faire ça, de faire comme on peut. Et voilà, je pense que ça va. Mais au niveau de la confiance en soi, où il a certains feedbacks de ses collègues, de ses camarades de l'école, pas du tout plaisants, on essaie de travailler beaucoup pour que ça n'impacte pas sur ses résultats. Je pense que le Bénin se porterait mieux et très bien si nous avions des parents, tous les parents étaient comme ceci. Ça serait un modèle parental. C'est un parent qui accompagne. C'est un parent qui ne met pas la chicotte pour accompagner. C'est un parent qui est conscient qu'elle est en face des humains, des gens qui ont aussi des faiblesses et surtout des enfants qui ne connaissent pas encore toute la gravité, toute l'étendue des choses de la vie. Alors, ce que j'ai beaucoup retenu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette discipline qu'elle a su en tant qu'enfant d'apprendre les leçons au jour le jour. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'être humain, nous avons la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Lorsque nous sommes en classe,
et que l'enseignant déroule son cours, les enfants reçoivent avec la mémoire à court terme. Et donc, ce cours-là, cet enseignement à la maison doit être approfondi pour pénétrer la mémoire à long terme. Et pendant un examen, c'est cette mémoire à long terme qu'on va questionner. Donc, ce qui arrive, ce qui fait le piège chez beaucoup d'enfants, dès qu'ils comprennent en classe, avec la mémoire à court terme, ils pensent maîtriser. Oui. Ils vont à la maison, ils ferment les cahiers, ils passent à autre chose. 3 jours, 4 jours, une semaine, c'est comme si cela n'a jamais existé dans leur vie. Et c'est ça qui fait que le professeur va venir. On a déjà fait ceci, ils se perdent. Et donc, c'est très conseillé, c'est recommandé, c'est presque même indispensable pour un élève de réviser les cours au jour le jour. Parce qu'il y a un premier jour de rentrée. Dès que vous recevez des cours ce premier jour, c'est que vous les révisez. Les cours du deuxième jour ne viendront pas s'accumuler. Ouais, et donc, c'est bien. Alors, interdire la télé aux enfants pendant l'année scolaire, certains ne le font pas, mais c'est un grand risque. Ça dépend de la classe de l'enfant. L'enfant qui n'est pas encore au second cycle n'a pas vraiment besoin de suivre la télé pendant l'année scolaire. Au second cycle, où il a à faire un commentaire composé pendant 4 heures, de disserter, il a besoin d'informations, de ressources. On peut lui laisser suivre les informations. Et là, il y a la radio pôle. Vous voyez? Et donc, il ne sera pas question d'interdire pour interdire, mais d'appeler l'enfant et de lui expliquer. Moi, chez moi, la télé est là, les abonnements sont là, les commandes sont là, mais personne n'entre au salon pour... Ils n'ont même pas le temps qu'il faut. On ne cache même pas. On ne cache pas. Au début, on va commencer pas cacher, ils étaient encore au primaire. Mais je me suis rendu compte que quand on rentre là, la télé est chaude d'air. Et j'ai dit, mais ceux-là, quand ils entendent les klaxons de la voiture, là, ils étaient du coup. Exactement. Alors, je les ai appelés pour dire, écoutez, c'est pour votre bien. Ce que vous faites à l'école, c'est pas pour moi. J'ai déjà mes diplômes. Et je ne sais pas combien je donne à mes parents par jour ou par mois. Ce que vous faites là, je suis en train de vous accompagner, c'est pour vous. Et quand ils ont compris ça comme ça, il n'y a plus de problème. Donc, il faut expliquer les choses aux enfants. Et il y a une formule que je découvre chez elles, certains aussi le font, s'asseoir mensuellement ou parler, pour que les enfants puissent vous dire et que vous voyez, vous êtes devant vos responsabilités. Alors, pour résumer, c'est bien de développer l'autonomie chez l'enfant comme ça. C'est bien de laisser une liberté en l'enfant, mais que cette liberté soit responsable. Que l'enfant puisse peser le poids de ce qu'il est en train de faire, puisse savoir que telle chose aura telle conséquence. Et mettre ce qu'il faut en place. C'est des gens qui sont vraiment chouettes. Moi, j'adore tellement les enfants. Je les comprends et je suis vraiment au milieu d'eux. Et quand l'enfant sent que vous l'aimez, il fait tout ce que vous dites. Il n'y a pas d'enfant rebelle en tant que tel, naïvement. Mais lorsque vous devenez un papa ou une maman vraiment écraseur, dictateur, que vous devez imposer à l'enfant et que vous ne laissez même pas l'enfant réfléchir, vous ne laissez pas l'enfant s'exprimer, croyez-moi, vous allez faire un enfant soumis mais rebelle plus tard. C'est aussi bien que les répétiteurs ne soient pas permanents. J'aimerais bien sortir dessus. Certains parents accompagnent leurs enfants de répétiteurs dès le cours d'initiation. On parle de cours d'initiation où on initie l'enfant. Il n'a pas besoin de répétiteurs à la maison. Le père ou la mère suffisent pour l'aider. Ses frères et autres suffisent. Mais l'enfant aura besoin de répétiteurs quand vous voyez qu'il y a une baisse de rendement, quand il ne se sent plus, quand il n'arrive plus tout seul, et quand vous-même, vous manquez du temps. Il y a une question d'indisponibilité. Vous manquez des ressources. Nous sommes dans un programme que les parents, beaucoup de parents ne connaissent pas. Il faut être dans le milieu scolaire pour savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas accompagner votre enfant. Vous parlez avec lui. Tu as besoin de répétiteurs. En quelle matière? Pas dans toutes les matières. On ne peut pas harceler l'enfant avec des répétiteurs en langue, en matière scientifique, en tout. Il reste comme quand des coachs sportifs, peut-être pour ne pas voir la maison chez tes parents. Et donc, c'est bien qu'on ait pris le répétiteur à un moment donné. Et en PCT, je me rappelle très bien quand j'étais en seconde, on avait aussi pris un répétiteur en PCT. Et ça m'avait fait exceller en PCT en ce moment. Et l'enfant a excellé. Et puis, on se tend. Il prend l'envol de lui-même. Et c'est ça l'éducation. Ce n'est pas être derrière les enfants, mais c'est les apprendre, les amener à se passer d'eux, à pouvoir assumer eux-mêmes leur habit. Et donc, félicitations, madame. J'aurais aimé que, vraiment, même si c'est 50% des parents peuvent être à votre image là, peuvent aller à votre école, ça serait bien pour notre pays. Merci beaucoup, madame. On fait l'effort. Madame Ariori, à l'entame, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez mère célibataire et que vous aviez à votre charge 3 enfants. Moi, j'aimerais savoir si, dans leur éducation, est-ce qu'il y a des moments où vous-même, vous stressez? Ah ben oui. Ah ben oui, oui. Je le dis, un oui grand, un oui gros. Une mère célibataire avec 3 enfants.
et des enfants qui grandissent plus que moi, qui, je dirais, qui sont de plus en plus matures Oui. que moi, le suis, Oui. et qui me posent beaucoup de questions Mhm. sur un certain nombre de choses de la Mhm. vie, qui réfléchissent, raisonnent, qui ont commencé par faire des choix, like, j'aime ci, j'aime ça, je préfère ceci, qui ont commencé par montrer, s'imposer. Maintenant, j'arrive plus à m'imposer, sinon je m'imposais correctement. Mais j'ai vu que ce temps-là est passé et maintenant, il s'affirme. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que je ne vois pas chez tel ou tel enfant? Enfin, je me pose beaucoup de questions. Surtout lorsque je reçois des lettres. Chez moi, lorsqu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à me dire, parce que je ne suis pas vite rentrée, ou il y a un cahier pour chacun. Et chaque fois que tu sens l'envie, tu écris et tu me laisses ça sous ma porte. Et je prends ce qui te gêne, ce qui te chagrine, ce que j'ai fait, que tu n'apprécies, que tu n'as pas apprécié, tu peux le dire dedans. Je leur ai dit, oui, je suis autoritaire parce que j'ai peur de mal faire. Leur papa ne vit plus. Et j'ai la pression aussi, la pression sociale. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais y arriver? Donc, ça m'amène à oublier tout et à être assez énergique dans leur éducation. Et j'ai vu que ça a impacté sur je dirais, l'être de mon aîné, qui est devenu, qui manque de confiance en lui. Et aujourd'hui, je suis appelée à travailler pour qu'il reprenne, pour qu'il ait mieux confiance en lui. Et donc, quand ils m'écrivent, maman, tu as fait telle chose qui m'a fait mal. Maman, tu m'as grondé devant mes camarades. Maman, il y a certaines choses, surtout le cadet, il y a certaines choses que tu fais que je n'aime pas. Et tu te rends compte que, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai créé dans cet enfant-là qui, à un moment donné, s'arrête pour dire, tu as fait. Il y a 100 pages qui sont déjà pour mon cadet. Et on en parle. Et j'avoue que j'ai commencé par m'ouvrir à des groupes dans lesquels je peux partager sur ce que je n'arrive pas à comprendre, à gérer, à résoudre. J'ai de la bonne camaraderie, des amis plus âgés que moi et qui me disent telle chose, tu le fais moins bien, et si tu dosais un peu, je te comprends sur ci, mais il faut voir, ton enfant est plutôt à l'est, toi tu es à l'ouest, il a évolué dans voilà, donc des gens qui m'accompagnent un peu, qui me disent, voilà, laisse un peu la garde, il y a pas péril en la demeure. Et voilà, la crainte est toujours là, ça existe toujours, mais à entendre des voix extérieures te dire, mais la Cyrine, tu mets trop de pression, alors que les enfants, vraiment, ils sont chauds, ils sont... Voilà, ça m'amène à me calmer, mais voilà, la pression est là, elle demeure tout le temps, surtout sur ce que, pour un garçon, ce qu'il doit connaître, ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit apprendre en grandissant, que son père devrait lui donner et qu'il n'est pas là pour le lui donner. Et je me demande qu'est-ce qu'il est en train d'avoir maintenant que le papa n'est pas là. Qu'est-ce qui lui manque et pour son devenir. Pour la fille qui a besoin d'amour paternel, j'ai une fille, voilà, il y a toutes ces questions-là que je me pose et après je dis, la nature, moi je ne sais qu'être mère,
qu'est-ce que tu peux Exact. pour que ces enfants-là soient stables Mm. sur tous les plans. Voilà. Très bien. Merci, Madame Nasrine. Et Madame Valérie, d'un point de vue psychopédagogique, que recommanderiez-vous à un parent qui stresse devant son enfant qui va à l'examen? Alors, j'aimerais lui dire d'aller composer la place de l'enfant. Hein. C'est le nervous stress. Non, il faut reconnaître que c'est la nature humaine. Mais le parent doit pouvoir gérer cela. C'est que certains parents, ou encore beaucoup, pas tous les parents, hein, nous prenons des enfants comme des coquilles d'œufs. N'aimerions pas que ni le soleil, ni la pluie, ni la tempête, ni le vent les touchent. Mais ne sont pas Dieu. Et le parent ne peut donner que ce qu'il a. Et selon sa conscience. Ouais, quand je prends le cas de madame, par exemple, elle est parent à double fois, mais à double titre. Elle joue le rôle de père et mère de famille. Donc, il y aura toujours un stress permanent. Surtout quand elle a affaire à des garçons qui deviennent adolescents. Il s'impose, hein. Il faut avoir compté la grossesse d'un garçon pour savoir qu'il y a une différence entre le garçon et la fille. Vous voyez? Et donc, et surtout, en l'absence de visage paternel, le visage paternel, c'est comme le visage d'autorité. Tu vois, donc, ils vont faire face. Parce que c'est pas facile, vraiment, je lui dis de courage. Mais lorsque vous avez un enfant qui stresse, c'est à vous de le calmer. Lorsque vous avez un enfant qui va à l'examen, ce n'est pas à vous de stress. C'est à vous de le calmer. Je me rappelle lorsque ma fille allait premièrement au BPC, il y avait des parents d'élèves qui étaient venus déposer leurs enfants, qui ont garé leur voiture, d'autres qui ont amené des pagnes pour rester devant le centre pour attendre que l'enfant compose. Je me dis, mais ça me dit quoi ça? C'est vous qui voulez composer à la place de l'enfant. Vous voyez, donc il faut apprendre à pouvoir se libérer, à pouvoir laisser les enfants aller faire leur chemin, parce qu'ils ont leur vie. Votre devoir de parent s'arrête à un moment donné, hein, à les encadrer, à les préparer pour le jour J, et puis il sait qu'il va les amener. Et donc, il faut pouvoir s'auto-réguler soi-même. Il faut se faire confiance. Si votre enfant travaille bien, si dans les classes antérieures, vous l'avez bien accompagné. Moi, quand mes enfants voient les examens, je leur dis, moi, je ne m'inquiète pas. Je leur dis. Et puis, eux-mêmes me disent, non, ce n'est pas fait de reçu, c'est mention on veut. Donc, là, les examens, c'est la mention on cherche. Ouais. Là, quand même, ma confiance en lui. Et tout ça, c'est depuis les passages. Je dis, toute éducation, c'est depuis que l'enfant commence par respirer que ça se fait. Ce n'est pas seulement à ce niveau. Des parents peuvent douter, peut-être parce que, à un moment donné, du cursus de l'enfant, ils ont eu à négocier. Ils ont eu à changer d'école à l'enfant, ils ont eu à changer de classe. Et puis, on ne fait plus confiance, ni à l'enfant, ni à soi-même, et ni à Dieu. On veut se prendre pour le Créateur. Non, nous sommes limités. Nous sommes limités. L'éducation a ses limites. Vous accompagnez votre enfant. Alors, les parents qui stressent, qu'est-ce que je vais leur dire? Arrêtez de stresser. Arrêtez de vouloir composer la place de vos enfants. Formez-les avant le jour de l'examen. Préparez-les, préparez-vous. Et priez pour eux. On n'a pas besoin de rester à côté de lui avant de lui montrer son affection. Priez pour lui et rappelez-lui toujours que vous avez confiance en lui. Cette confiance que vous avez à lui, là, ça va l'amener à avoir confiance en lui-même. Parce qu'il ne pourra pas vous décevoir. Si vous vous comportez bien et il sait que sa maman ou son papa est quelqu'un d'une classe donnée, d'un niveau donné, qu'il a confiance en lui, ça le motive davantage à pouvoir faire mieux. Donc, aucun parent ne gagne rien en stressant pour son enfant. Au contraire, votre stress, stresser l'enfant. Je me rappelle quand un enfant me disait, ah, papa, il a fait toujours trop. Tu vois, il est stressé. C'est mon enfant qui compose. Pourquoi il est stressé? Vous voyez, donc il faut avoir cette confiance-là. Il faut connaître son enfant aussi. Les enfants, ils sont différents. Vous pouvez avoir 3 enfants. Avec l'un, il n'y aura aucun stress. Mais lorsque un autre ira les amis, il y aura tout le stress. Parce que vous savez peut-être qu'il est un peu négligent. Il ne suit pas la discipline. Non. Oui, ça peut venir. Ça peut venir. On ne peut pas refuser ça. Mais il faut savoir que l'éducation a ses limites. Être parent, ce n'est pas tout faire pour son enfant. Madame Ariori, sachant aujourd'hui que nous sommes à l'ère du numérique où tout est digitalisé, je voudrais savoir si dans l'éducation des enfants à l'examen, vous avez eu recours à des solutions numériques. Oui, merci beaucoup. À l'ère du numérique, ou du digital, moi j'ai eu recours à plusieurs fois
quand certaines questions me sont posées et je ne les connais pas, écoute, attends, on va voir ensemble. Il y a ChatGPT qui est là. J'utilise Claude AI aussi au niveau professionnel. Et donc, j'ai recours à ces Ces outils. outils-là pour voir, pour comprendre un peu ce qu'on est en train de me poser comme question. Ou, oui, et ça nous aide beaucoup. Mais ce que j'évite de faire avec les enfants, c'est de ne pas les exposer à ça. Exactement. Par exemple, ce n'est que lorsque je suis là, lorsqu'on a besoin, euh, quand il y a des recherches à faire, je leur demande de planifier ça pendant mes temps de présence. Et donc, on est ensemble et je leur dis, ce que je leur dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, Oui. tu vois, et que je voudrais apprendre. Et en participant à leurs recherches, ils me permettent de me Oui. rattraper. Parce qu'on ne doit pas oublier les choses qu'on a apprises. C'est ça, je vous dis aussi, non? Oui. Donc, ils comprennent que je m'intéresse à ce qu'ils font. Alors que chez moi, c'est juste pour contrôler le temps. Et c'est, voilà, pour être ensemble avec eux. Donc, c'est ce qu'on utilise. Et même pour les exercices pour renforcer sa confiance en lui, c'est avec chat, en exposant un peu la situation, que j'ai pu avoir des astuces vraiment pour l'accompagner. Très bien, très bien. Et seriez-vous intéressé à utiliser avec vos enfants un outil de soutien scolaire qui vous permet de suivre leur avancement et aussi qui vous permet de suivre quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent je prends un exemple, en répondant à un quiz par exemple. Ah ben, j'aimerais bien parce que je voyage beaucoup et j'aimerais pouvoir les suivre en temps réel, être proche d'eux même si je suis loin et qu'ils sentent vraiment que je m'intéresse davantage à leur réussite, à leur avenir et qu'ils se sentent accompagnés comme il se doit. Pour le moment, je fais de mon mieux, mais j'aimerais quand même pouvoir aller de l'avant avec de bonnes solutions. Très bien. Merci, Madame Ariori. C'est exactement ce que nous faisons avec Tuteur en poche. Et le but derrière, c'était de permettre aux parents de réellement suivre l'évolution des enfants. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, sans suivi, il n'y a pas d'autonomie. Ok. Madame Valérie, pour les solutions numériques aujourd'hui, quels sont les critères à prendre en compte par les parents pour choisir un outil numérique? Alors, il faut dire, je ne sais pas si c'est le temps qui nous a rattrapés ou bien c'est nous qui courons avant le temps, mais nous sommes vraiment à l'ère du numérique. Et ça serait utopique de pouvoir cacher cela pour empêcher les enfants d'y aller. Mais il faut que ça se fasse avec précaution. Comme je le dis toujours, il y a des outils numériques ou même le numérique en général. C'est comme les deux faces du couteau. Il y a la partie tranchante et la partie non tranchante. Premier critère, c'est le niveau de l'enfant. L'enfant qui est au primaire, par exemple, n'a pas grande recherche à faire. Il peut y aller pour suivre peut-être certains éléments, certaines idées. Ça dépend de ce que le parent conçoit comme éducatif pour l'enfant. Mais un élève qui est au second cycle, ou un élève qui est même à l'université, n'en parlons même pas. C'est aujourd'hui un petit prépondérant de recherche. Au second cycle, il peut y aller, mais d'éviter peut-être les logiciels de génération, ceux qui génèrent les idées comme ça, tout crues comme ça, parce que ces logiciels ne donnent pas toujours toute la vérité. Et ça aurait été mieux que l'enfant puisse lire des documents certifiés qu'il comprenne et que lui-même il tire une version, il tire sa part d'une recherche. Mais le parent peut l'aider, tel que madame l'a dit. Elle fait le parent fait la recherche et informe maintenant l'enfant. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Et il faut que l'enfant soit assez responsable pour savoir ce qu'il veut. Et ça dépend aussi du temps consacré. Pour éviter une grande exposition à l'outil. Parce que souvent, c'est des applications qui vous invitent à rester là, hein, c'est programmer les algorithmes pour programmer ainsi, pour que quand vous finissez une recherche, on vous propose encore d'aller plus loin. On vous propose quelque chose d'autre qui vous intéresse. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle
Quand vous discutez de quelque chose devant votre Android, là, il faut envie sur cela. Et quand vous le questionnez, il vous offre des... Voilà, donc il faudrait une vigilance. Il faudrait une vigilance dessus. Donc, j'ai cité comme critère 3, le niveau, l'âge, le temps d'exposition. Et puis, ça n'en a pas, ce n'est pas exhaustif. Ok, très bien. Je Et voudrais, surtout l'application dont il s'agit. oui, Je ne sais pas tout qu'il faut conseiller aux enfants. voilà. Je voudrais rebondir très rapidement sur un élément que vous avez abordé pour les outils d'intelligence artificielle. Vous avez dit ne pas exposer l'enfant aux outils qui lui donnent déjà des réponses toutes faites. Très bien. Et c'est un élément sur lequel nous avons travaillé avec Tuteur en poche. Et il faut savoir que le tuteur intelligent de Tuteur en poche ne met pas tout de suite exposer les réponses toutes faites à l'enfant. Il y a une pédagogie qui a été mise en place pour que, pas à pas, l'enfant puisse comprendre chaque notion et puisse s'exercer lui-même pour être sûr qu'il a bien compris la notion. Exactement. C'est ce qu'il faut. Parce que quand c'est tout fait, il prend, il consomme Oui. sans grandes explications derrière. Et donc, la méthode, je pense qu'elle est concevable, elle est pédagogique. Très bien. Ah ben, je suis bien intéressée par ce tuteur en poche. Je voudrais bien découvrir Très bien. cette application. Je me ferai le plaisir de vous présenter cette application. Et dessus, vous pouvez trouver également des ressources sur la parentalité dont Madame Valérie est l'un des premiers auteurs. Je vais la laisser présenter très rapidement. Ah oui, c'est le genre du tuteur en poche. Il y a éducation intégrale. C'est quand formule éducative pour les parents d'aujourd'hui. C'est comment accompagner les enfants en toute bienveillance pour le faire développer leur plein potentiel, sans chicote, sans créer et autres. Et pour les enfants eux-mêmes, pour qu'ils se laissent accompagner, nous avons éveillé sa motivation. Ça, c'est un guide pour les enfants avec 50 outils et techniques de la programmation neurolinguistique. Que les enfants puissent travailler sur eux-mêmes et éveiller vraiment leur motivation et quasi calmer, focus sur leurs objectifs. Très bien. Merci Madame Valérie, merci Madame Nasrine pour ces échanges qui étaient fort intéressants. Et à vous, on se dit à bientôt pour un prochain sujet.